Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus au programme aujourd'hui. Le défi d'Alexis Tsipras à l'Europe. Le Premier ministre grec a fait voter hier une batterie de mesures anti-austérité, des aides sociales pour les plus démunis. Plus que jamais, le ton monte entre Athènes et Bruxelles. Nous interrogerons à ce sujet Lionel Friedfeld. Ce sera juste après un point sur les annonces de la Fed aux États-Unis. Et puis nous irons aussi au Chili, même problème qu'au Brésil ces temps-ci, une sécheresse sans précédent qui dévaste l'économie et surtout l'agriculture et l'exploitation du cuivre. Santiago en assure le tiers de la production mondiale. Les cours vont-ils s'envoler? Le point en images, ce sera tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, le tour du monde en bref de l'essentiel de l'actu éco. Le Brésil pour commencer, où Dilma Rousseff a annoncé hier un paquet de mesures anti-corruption. En plein scandale, Petrobras, la présidente dont la popularité est en chute libre dans les sondages, 13% seulement, tente de redorer son image après la vague de manifestations massives dirigées contre elle à travers tout le pays. Notre gouvernement ne transige pas avec la corruption, a-t-elle insisté. Brasilia veut notamment faire voter une loi permettant de confisquer les biens des personnes ne pouvant justifier l'origine de leur fortune. Mon engagement à lutter contre la corruption et l'impunité est cohérent avec ma vie personnelle, avec ma pratique de la politique et avec mes résultats en tant que présidente. Chaque bon Brésilien de bonne foi, même n'ayant pas voté pour moi, sait que la corruption au Brésil ne date pas d'hier. Au Royaume-Uni, les élections générales, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Et exercice périlleux hier pour George Osborne, le ministre des Finances, qui présentait un budget censé faire passer le pays de l'austérité à la prospérité. Malgré tout, la rigueur reste de mise. Aucun cadeau annoncé à court terme. Il faut poursuivre sur la voie de la consolidation budgétaire pour le chancelier de l'échiquier. Londres s'attend à un déficit de 4% en 2015, mais vise un excédent à l'issue de la prochaine législature. La croissance pour cette année est attendue à 2,5% après 2,6% l'an dernier. C'est un budget qui va permettre à la Grande-Bretagne de faire un grand pas sur la route qui va de l'austérité à la prospérité. Aujourd'hui, je parle au nom d'une Grande-Bretagne en croissance, qui crée des emplois et qui paye sa dette. Nous avons pris des décisions difficiles en affrontant l'opposition et cela a marché. La Grande-Bretagne est à nouveau debout. Et la croissance est aussi l'objectif de la France et de son Premier ministre. Manuel Valls qui a promis hier à Bruxelles que Paris tiendrait ses engagements budgétaires et poursuivrait ses réformes. Il refuse en revanche tout nouvel effort qui se traduirait par un affaiblissement de la croissance. La France, on le rappelle, vient d'obtenir un nouveau délai de 2 ans pour faire revenir son déficit public sous les 3% du PIB. Je n'engagerai jamais mon pays et donc le gouvernement sur une voie qui serait contraire à l'objectif que nous nous sommes donné en matière de croissance. L'année 2015 sera l'année du retour de la croissance et donc de la confiance en France. Ouais, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, estime que les efforts de Paris sont insuffisants. Sachez aussi, toujours en Europe, qu'un nouvel appel à la grève a été lancé hier par le syndicat allemand des pilotes pour vendredi et pour les vols courts et moyens courriers de la Lufthansa. Et puis en Israël, bonne nouvelle pour le commerce extérieur puisque l'année 2014 s'est achevée sur un excédent de la balance des paiements courants, 9 milliards de dollars au total, c'est 3% du PIB national. Exportation ou paiement de salaire depuis l'étranger, ce sont ainsi 117 milliards de dollars qui ont afflué vers Israël contre 108 milliards dans l'autre sens. Et direction Washington et la Fed, c'est là-bas que se décide l'avenir de la politique monétaire américaine et on connaît son influence sur les marchés financiers. Alors hier, une fois de plus, les mots de Janet Yellen ont été soigneusement analysés. Le terme patience disparaît lorsqu'elle évoque le relèvement des taux, pas avant avril toutefois, car les prévisions de croissance et d'inflation sont revues à la baisse. On écoute d'abord la patronne de la Fed. La modification de notre message d'orientation ne doit pas être interprétée comme le fait que nous avons décidé le calendrier de la hausse des taux. Le simple fait que nous ayons retiré le mot patient du communiqué ne signifie pas que nous allons nous montrer impatients. Voilà, la science des mots comme on l'aime du côté de Wall Street. Bonjour Eric Lewin. Alors nette hausse hier pour la bourse de New York dans le sillage de ces annonces. Écoutez David, on peut dire que la Réserve fédérale américaine a bien joué le coup. Elle a parlé de croissance modérée de l'économie, elle a abandonné le terme patience. Tout cela a permis au marché américain de progresser, surtout à l'euro de reprendre quelques couleurs en gagnant plus de 2,5%. Dès l'annonce de cette décision qui n'en était pas une, parce qu'on ne sait toujours pas quand il y aura une hausse des taux, ce sera peut-être en juin
ou en tout cas en septembre. De toute façon, ce qu'il fallait faire, c'est confronter à une forte baisse de l'euro et donc à une forte remontée du dollar. Les autorités américaines devaient agir avec doigté, parce que déjà, on sait que les résultats des entreprises américaines seront assez médiocres pour le premier trimestre. On parle d'une chute entre 5 et 10%. C'est pour cela qu'il ne fallait pas agir trop vite. C'est bien que la Réserve fédérale américaine n'ait pas donné finalement de rythme à cette hausse des taux, qu'elle ait attendu un petit peu, parce que sinon l'euro aurait encore pu se déprécier allant vers la parité, et ça aurait pu vraiment avoir des conséquences dommageables pour l'économie américaine. Donc on peut dire que la décision est sage, elle ouvre la porte à une hausse des taux, mais quand aura-t-elle lieu ? Probablement en juin, voire en septembre. En tout cas, il y a le temps, et en tout cas cela permet à la parité euro-dollar de souffler. Ouais, et aussi au Dow Jones qui a gagné hier 1,27%, plus 0,92 pour le Nasdaq. Merci Eric Lewin. Et on se penche une fois de plus sur le dossier de la dette grecque. Il est toujours sur la table des Européens, une Grèce plus isolée que jamais, surtout depuis les nouvelles mesures votées hier au Parlement à Athènes. Elles vont à contre-courant de l'austérité voulue par Bruxelles. Des aides sociales promises par la gauche radicale avant son arrivée au pouvoir. Mais combien de temps Alexis Tsipras pourra-t-il tenir le bras de fer avec ses créanciers ? Avant d'en parler avec Lionel Friedfeld, les explications d'Anthony Lesme. Envers et contre tout, Alexis Tsipras a fait voter mercredi à Athènes des mesures sociales d'urgence pour les Grecs. Promesse électorale de Syriza, le Premier ministre a obtenu le rétablissement de l'électricité pour les ménages les plus pauvres. Une aide au logement de 70 à 220 euros pour près de 30 000 foyers et une aide alimentaire pour 300 000 personnes. L'Europe, déconcertée par ces nouvelles dépenses, avait critiqué des décisions unilatérales. Nous avons besoin, et c'est ça qui était en cause, pas la philosophie bien sûr humanitaire de cette démarche. Nous avons besoin de pouvoir évaluer ce qu'est l'impact budgétaire de mesures qui sont proposées et de voir aussi, de vérifier quelles sont les autres propositions qui peuvent être incluses dans cette loi particulière, qui peuvent avoir un impact budgétaire en termes de dépenses. Pour Tsipras, cette loi est une priorité pour le peuple grec et il critique une nouvelle fois les technocrates de Bruxelles. Le comportement de certains technocrates et de ces équipes de technocrates ne réussira qu'à confirmer les arguments de la Grèce. Que peut-on dire de ceux qui ont l'audace de dire dans leurs emails que faire face à une crise humanitaire en Grèce est une action unilatérale incompatible avec les institutions européennes ? Que peut-on dire de ceux qui nous demandent de geler les projets de loi alors que des milliers de ménages en Grèce continuent, eux, de geler sans électricité ? Alors que la Grèce veut restructurer sa dette, la sortie de l'euro est un scénario de plus en plus envisagé en Europe. Athènes fustige les politiques d'austérité, alors que Bruxelles et surtout Berlin critiquent les choix budgétaires de Syriza. Après une semaine de tension, Tsipras est attendu à Bruxelles. Il doit rencontrer plusieurs responsables européens, dont François Hollande et Angela Merkel. Objectif, trouver des compromis. La Grèce, le pays d'où la crise de la dette européenne a émergé il y a 5 ans, est loin d'avoir surmonté cette crise. Un chemin très difficile reste à venir. J'ai invité le Premier ministre grec Alexis Tsipras à Berlin lundi prochain et je suis impatiente de l'accueillir. Nous aurons le temps de parler dans le détail et peut-être aussi de faire valoir nos arguments. La Grèce pourra faire valoir une nouvelle demande de prêt à l'Allemagne, tout en demandant l'arrêt des politiques d'austérité. Des arguments peu réalistes pour les marchés encore très sceptiques. La bourse d'Athènes a terminé mercredi sur une chute de 4,13%, tandis que le taux de l'obligation grecque à 10 ans s'est envolé pour atteindre plus de 11%. Et le cas de la Grèce qui est évidemment au cœur ce jeudi des discussions à Bruxelles à l'occasion du sommet de l'UE et face à face sous haute tension sans doute entre Tsipras et Merkel. On accueille à présent notre analyste financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors d'abord on le voit clairement, surtout avec ces mesures, la Grèce isolée au sein de la zone euro, personne apparemment pour la défendre. D'abord pourquoi et est-ce que c'est une situation qui vous paraît inéluctable aujourd'hui ? Alors simplement parce que c'est une période critique pour la Grèce, face notamment à la Troïka, la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la BCE. C'est une période de négociation, de bras de fer. La Grèce a 175% d'équivalent de son PIB en dette, 300 milliards
d'euros. C'est énorme. L'objectif d'Alexis Tsipras est de baisser d'un tiers ce niveau de la dette. Et en fait, ils ont deux objectifs qui sont contradictoires. La Grèce veut recevoir de plus en plus de fonds de l'Union européenne tout en contrôlant et en appliquant ses réformes structurelles. Et l'Union européenne veut notamment financer de moins en moins la Grèce et surtout elle veut contrôler les réformes structurelles de la Grèce. Alors Lionel, on en parle beaucoup en ce moment, une sortie de la Grèce de la zone euro. Alors personne n'y croyait il y a quelques semaines et quelques mois. Est-ce que cette fois ça devient du sérieux cette hypothèse ? C'est toujours possible. Il pourrait effectivement avoir une sortie de la zone euro, de l'euro même, revenir au drachme, d'avoir une grande dévaluation pour augmenter la compétitivité du pays et notamment revenir sur des fondamentaux, notamment dans le tourisme. Mais alors il y aurait des conséquences dramatiques pour la population grecque. Il y aurait sans doute un exode des Grecs, notamment en Europe. Donc aujourd'hui, la solution privilégiée effectivement est un accord avec l'Union européenne et les pays de la Troïka. Et qu'est-ce qui se passe pour la zone euro si la Grèce sort de l'euro ? Ça serait moins dramatique puisque la Grèce ne pèse pas énormément dans l'Europe. Elle a effectivement beaucoup de valeur ajoutée dans certains côtés, mais ça serait plus dramatique pour la Grèce elle-même. Et vous pensez quoi de l'idée d'un rapprochement ? On en parle aussi entre Athènes et Moscou. On sait que Tsipras va se rendre 2 fois en un mois à Moscou. Il va demander peut-être à Vladimir Poutine d'exempter la Grèce de l'embargo russe. Est-ce que ça peut peser ça dans les discussions avec l'Europe ? Ça fait partie de la stratégie d'Alexis Tsipras, en fait, d'avoir plusieurs options pour pouvoir négocier avec la Troïka. La première option, c'est effectivement d'avoir un dialogue nourri avec la Russie, qu'éventuellement que la Russie finance ou pas la Grèce. C'est très peu probable parce que la Russie n'est pas en position financièrement à cause du groupe faible et à cause des sanctions internationales qui ont affaibli le pays, mais surtout d'un dialogue avec la Chine. Et là, la Chine a les moyens de ses ambitions. Elle a investi plus de 500 millions d'euros en Grèce, dans les télécoms, dans les banques, dans l'énergie en 2011. Elle a eu près de 3,5 milliards de contrats en 2014 en Grèce, et notamment Cosco qui contrôle la moitié du port d'Athènes aujourd'hui, mais quand même c'est un petit peu paradoxal puisque le premier geste du gouvernement Tsipras a été d'annuler la seconde partie de la privatisation du port du Pirée, qui était notamment due notamment à Cosco. Donc comment peut-on d'un côté, on va dire, refuser des investissements chinois et de l'autre côté demander à la Chine d'investir ? C'est pas réaliste. La vraie négociation et solution viendra avec les pays de la Troïka et de l'Union européenne. Une vraie partie d'échec en tout cas. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour Merci. ces éclairages. On prend maintenant la direction du Chili, 4e économie d'Amérique du Sud et membre de l'OCDE, qui s'appuie entre autres sur sa richesse en cuivre. Mais cette année, comme au Brésil, la sécheresse prend des proportions dramatiques. L'exploitation du minerai est mise à mal par le manque d'eau, tout comme un autre secteur clé, celui de l'agriculture. Et seule solution pour les fermiers, puiser dans les réserves pour nourrir le bétail. Johanna Citruc. Des champs dévastés et des animaux affaiblis. Au Chili, dans la région de l'Araucanie, les agriculteurs souffrent actuellement d'une sécheresse dévastatrice. Ces dernières années, les précipitations ont rarement été aussi faibles qu'aujourd'hui. Cette situation aura un impact pendant des mois et je pense que ce sera encore pire en hiver. Pour nourrir leur bétail, les agriculteurs sont obligés de puiser dans leurs réserves pour l'hiver prochain. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un grave préjudice. Et de plus en plus rares, les produits agricoles se font de plus en plus chers. Les haricots, les petits pois, tous les prix dans cette région ont augmenté à cause de la sécheresse. De plus, les produits que nous avons sont très mal en point. À long terme, cette sécheresse pourrait avoir un impact sur le commerce extérieur. Avec une production affaiblie, le Chili ne peut plus exporter autant et doit compenser avec une hausse de ses importations. Nous devons nous rappeler que le Chili est une économie ouverte, que tout comme il exporte des produits laitiers, il en importe aussi. Donc s'il y a une baisse de la production, elle doit être remplacée par une hausse des importations. Et si le Chili n'est pas le plus grand des exportateurs de produits laitiers, c'est lui qui assure un tiers de la production mondiale de cuivre. En 2015, le manque d'eau pourrait priver le pays de près de 200 000 tonnes de métal. Un enjeu économique national, voire international. Et tout de suite, le Media Watch. Et à la une aujourd'hui de la revue de presse, le drame du Bardo à Tunis. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors, une attaque terroriste qui pourrait forcément mettre à mal le secteur du tourisme. Oui, comme le rappelle le quotidien Les Échos, le tourisme est un secteur clé en Tunisie. Il représente environ 7% du PIB et 400 000 emplois. C'est 12% de la population active. Déjà avec l'attentat suicide de Djerba en 2002 et ensuite avec la révolution, donc le printemps arabe en 2011, le tourisme en Tunisie avait été durement touché
durement affecté et depuis, il avait du mal à repartir. Un constat que les derniers chiffres confirment puisque on l'a appris en janvier. En 2014, le pays a accueilli seulement 6 millions de visiteurs. C'est 3,2% de moins qu'en 2013. Et parmi ceux qui ont le plus délaissé la Tunisie en 2014, eh bien, il y a les Français dont la fréquentation a baissé de plus de 6%. Difficile de relancer la dynamique. Joanne, on reparle du géant chinois du e-commerce, Alibaba forcément. Et Jack Ma, son patron, était hier à l'Elysée. Oui, effectivement. Et à la suite de cette rencontre avec le président français, eh bien, Jack Ma a annoncé l'ouverture en octobre prochain d'une Alibaba Embassy, d'une ambassade Alibaba. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit en fait d'une plateforme Alibaba destinée aux entreprises françaises pour qu'elles puissent plus facilement commercialiser leurs produits en Chine, donc s'exporter. C'est une belle opportunité pour elles puisque je vous rappelle que le géant du e-commerce chinois compte plus de 330 millions d'acheteurs actifs. C'est plus qu'Amazon. Et puis un mot sur Uber aussi qui peut afficher un nouveau record. Oui, New York est connu, vous le savez, pour ses gratte-ciel et ses taxis jaunes, mais désormais, dans la ville américaine, ces fameux taxis jaunes ont été devancés par les voitures Uber, puisque d'après les derniers chiffres, la grosse pomme compte 13 587 licences de taxi contre 14 088 VTC, voitures avec chauffeur, qui sont affiliées à Uber. La tendance est nette et ça ne fera pas plaisir sans doute au taxi new-yorkais. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie de Mag. Merci de votre fidélité. Et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.